Vous avez peut-être constaté cet été que certaines forêts françaises n'arboraient pas leur couleur estivale habituelle, mais affichaient déjà leurs allures d'automne. Comment évaluer et suivre scientifiquement l'état de santé de nos forêts ? Les épisodes de sécheresse et les canicules à répétition mettent nos forêts à rude épreuve. Le réchauffement climatique, conjugué aux effets de la mondialisation, fragilise dangereusement ces écosystèmes. Déjà affaiblis par la crise environnementale, les arbres subissent également les assauts d'insectes ravageurs, de parasites et d'espèces invasives. Selon les dernières données, le taux de mortalité des arbres en France a augmenté de 80% en 10 ans. On parle de dépérissement forestier et ils sont massifs. Comment inverser cette tendance ? Dépérissement forestier, la mort dans l'arbre. Brigitte Muche, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en génétique et chef du département ressources génétiques forestières à l'Office national des forêts. Nous sommes en ligne également avec Jonathan Lenoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes écologue chargé de recherche CNRS dans l'unité écologie et dynamique des systèmes anthropisés de l'université de Picardie Jules Verne. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et puis merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources. C'est pour compléter votre écoute et c'est à retrouver sur notre compte @ScienceCQFD. Alors quels sont les mots et les facteurs qui affaiblissent les arbres ? Quels sont les symptômes d'une forêt sur le point de dépérir ? Et quels sont nos outils de suivi pour être au chevet des forêts ? Nous avons 1 heure pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. La forêt est malade. Ce n'est pas la première fois que l'on entend ce cri d'alerte. Et nous sommes en 1985. Les écologistes français se mobilisent cet été pour la défense de la forêt qui est selon eux en danger de mort. Ils accusent les industries et les voitures d'être les grands responsables des pollutions qui menacent les forêts. Solange Fernex, porte-parole des écologistes, a décidé d'organiser une grande opération de sensibilisation de l'opinion sur tous ces problèmes. Solange Fernex, interrogée par Jean-Michel Salvatore. La forêt est malade dans toutes les régions de France. Pour les résineux, ça se traduit par une chute des aiguilles. Pour les feuillus, ça se traduit par un jaunissement précoce des feuilles et une chute des feuilles avant l'automne. Au sommet des Vosges, dans le massif du Donon par exemple, où on a essayé de replanter déjà 3 fois des arbres qui ne poussent plus. Il ne faut pas croire que la voiture est la seule responsable. Vous avez aussi toutes les émissions de soufre qui viennent des centrales thermiques. Et là aussi, des mesures très rapides doivent être prises pour que les normes de pollution atmosphérique atteignent celles qui sont adoptées actuellement aux États-Unis. Voilà un extrait du journal de France Inter en 1985. Brigitte Muche, on parlait déjà à cette époque de dépérissement des arbres en France. Oui, tout à fait. Là, en fait, on parle des pluies acides. C'est un phénomène qui a atteint la France, mais toute l'Europe. Les monts métallifères en République tchèque ont été particulièrement touchés par ces phénomènes. Et en effet, c'est le premier moment où on va prendre conscience que notre forêt, elle peut dépérir. Et qu'il va falloir y faire attention et pouvoir suivre ces dépérissements. À partir de ces années-là, on met en place en fait en Europe des systèmes de suivi des forêts, comme par exemple le réseau René Coffort, dont la France est partenaire. Là, on évoque cette première prise de conscience. Jonathan Lenoir, on parle également d'un tournant en 2015 pour nos forêts. On parle d'un moment de bascule, de dépérissement forestier à partir de 2015. À quoi ça correspond ? Que se passe-t-il à ce moment-là ? Voilà, les causes ont un peu changé. On est plus sur l'impact du changement climatique avec les extrêmes climatiques de plus en plus fréquents, récurrents et avec une intensité parfois plus importante que par le passé. Donc là, on a des symptômes similaires, mais on n'a pas forcément les mêmes facteurs déclenchants, même si on peut avoir parfois les facteurs prédisposants qui sont similaires entre ce qui s'était passé dans les années 80 et ce qui se passe aujourd'hui avec l'impact du changement climatique. Brigitte Muche, d'ailleurs, dans les années 80, on parlait de ces pluies acides. Là, aujourd'hui, on a de nouveaux mots, de nouveaux facteurs qui viennent peut-être s'ajouter également aux pluies acides industrielles. Alors, on a différents facteurs qui s'ajoutent. Comme vient de le dire Jonathan, on a vraiment des questions de climat et on a des facteurs aggravants.
Dans les facteurs aggravants, on peut avoir la prolifération de certains insectes qui étaient présents, qui étaient toujours là. Je pense aux scolites et les épicéas, mais avec une température plus élevée, une période de végétation plus grande, eh bien, au lieu de faire une génération et demie, ils en font deux et demi. Et en face, ils ont des arbres qui sont affectés par la sécheresse, qui souffrent et qui se défendent moins bien. Un arbre, le scolite, il pique. Et que fait l'épicéa ? Eh bien, il l'englue avec sa résine. Mais s'il est en stress, il n'arrive plus à engluer et à engluer suffisamment tous ces insectes. Donc, on voit bien qu'il y a des facteurs aggravants. Il y a un facteur aussi qui est important et qui est aggravant, vous l'avez indiqué, c'est la mondialisation, où on apporte des insectes, des pathogènes d'autres pays, et nos écosystèmes ne sont pas forcément adaptés à les subir. On va revenir dans le détail, évidemment, sur tous ces mots-là. Jonathan Lenoir, peut-être revenir un peu plus précisément sur les conséquences des canicules et de la hausse des températures. Quelles sont-elles sur un arbre ? Les arbres sont-ils sensibles au coup de soleil ? Ah oui, alors les températures peuvent avoir un impact direct ou aussi indirect, mais l'impact direct, ça va être effectivement sur des coups de chaleur qui peuvent être importants et des températures qui peuvent dépasser certains seuils. Dans ce cas-là, l'arbre va se mettre en pause et arrêter la photosynthèse peut-être précocement dans la saison, et du coup va avoir un retard de croissance ou une croissance plus limitée par rapport à une saison normale où les besoins en eau sont suffisants, mais dans des conditions où le stress hydrique est important et où on a une sécheresse avec des coups de chaleur et des vagues de chaleur, on peut avoir dans ce cas-là une saison de végétation raccourcie pour ces arbres et donc moins de croissance, ce qui va les affaiblir. On parlait tout à l'heure de facteurs prédisposants à d'autres facteurs qui peuvent être déclenchants. Si l'arbre est affaibli parce qu'il a fait moins de croissance à une année, l'année suivante, si on a à nouveau une sécheresse, il va y avoir là des facteurs qui peuvent être plus aggravants, qui vont aggraver cette situation. Brigitte Muche ? Oui, alors, et on a des arbres en plus de ça qui sont très sensibles à la chaleur. Vous prenez le hêtre, qui est un des arbres mythiques de nos forêts, il est sensible au coup de soleil, comme nous, humains, c'est-à-dire que s'il prend un coup de soleil sur le tronc, l'écorce va faire comme une cloque, comme nous quand on est brûlé, et quand l'écorce se décolle, eh bien, l'arbre peut en mourir. Donc, on a vraiment ces facteurs, comme le dit Jonathan, de sécheresse et de chaleur qui se sont conjugués cette année, qui ne se conjuguent pas tous les ans et qui sont vraiment problématiques. Et moins l'arbre met en réserve, plus ça va lui être compliqué de redémarrer l'année suivante, puisqu'il va les puiser dans ses réserves pour faire ses nouvelles feuilles, pour faire ses nouvelles branches, et il faut beaucoup d'énergie pour ça, et pour faire des graines aussi. Oui, par rapport à la sécheresse, on a même les pins sylvestres qui sont plutôt résistants au manque d'eau, qui eux aussi souffrent. Jonathan Lenoir, aujourd'hui, après l'été qu'on vient de passer, en plus, quel constat on peut faire de l'état de santé de nos forêts françaises ? Au niveau du constat, on a effectivement dans certains secteurs des dépérissements qui commencent à être visibles sur certains peuplements. On parle de descente de cimes parfois quand on voit justement qu'il y a une perte de feuilles au niveau de la canopée, donc des canopées de plus en plus moins fournies en feuilles, on va dire, et puis ensuite des branches qui peuvent commencer à mourir en zone terminale. Et puis ça, ce qu'on appelle le phénomène de descente de cime, ça commence un peu par le haut et au fur et à mesure, ça peut prendre plusieurs années. Bon, l'arbre commence à dépérir complètement. Donc c'est un petit peu la manière dont on mesure aussi ce dépérissement sur les arbres. Donc ça, c'est un des impacts visibles. Brigitte Muche ? Oui, et en fait, ce qu'on a bien vu cette année en particulier, qui a été marqué par des chaleurs très intenses, mais pas réparties de la même façon sur la France. Ça a été surtout la partie sud et sud-ouest en particulier qui a battu tous les records de température. Mais si on regarde par rapport à l'année toujours prise en référence, qui est 2003, eh bien, en moyenne, on est en dessous parce que dans le nord du pays, on n'a pas eu les mêmes températures. Et ça, cette année, ça se marque vraiment dans le paysage. Des arbres, des chênes avec des feuilles d'automne dès mi-août,
Alors que vous allez en Normandie ou dans le Jura, vous n'avez pas du tout cet effet-là. Donc on a eu ces différences. Et ces différences, elles sont très nettes aussi, de manière générale, lorsqu'on note les dépérissements entre les régions. Vous n'avez pas les mêmes dépérissements, les mêmes années et aux mêmes endroits. On a vraiment une peau de léopard en France, hein, et il faut la voir comme ça. Comme je le disais dans mon introduction, en 10 ans, le taux de mortalité des arbres a donc augmenté de 80%. Jonathan Lenoir, ça c'est une réalité que les forestiers observent chaque jour sur le terrain. Ça, c'est effectivement le rapport qu'on peut nous faire quand on va aussi sur le terrain. On y est moins amené à être sur le terrain en tant que chercheur, mais parfois on rencontre justement les agents forestiers qui nous font effectivement ce rapport un petit peu de terrain et où ils sont alarmés dans certains secteurs, hein. Effectivement, c'est pas partout. Comme le disait Brigitte, c'est vraiment quelque chose qui est en peau de léopard, qui va dépendre des conditions stationnelles. Il y a des stations qui vont prédisposer, on parlait de facteurs prédisposants, ça en fait partie. Si on a des sols qui sont plus limites en termes de quantité d'eau qui peuvent être stockées, si on a des sols très drainants, très sableux, on va avoir des facteurs qui peuvent être prédisposants dans des contextes de plus en plus chauds, de plus en plus secs. Et donc, on va voir ces phénomènes de dépérissement ou de décoloration de feuilles qui vont être plus visibles sur ces contextes-là. Et donc ça, c'est vraiment le retour de terrain que nous font beaucoup d'agents forestiers de l'ONF notamment. En préparant cette émission, Brigitte Muche, j'ai lu que pour la forêt française, durant ces 3 derniers siècles, elle s'est fortement étendue. Aujourd'hui, elle fait 17,3 millions d'hectares. Elle couvre un peu moins d'un tiers du territoire. Elle a gagné de beaucoup d'hectares depuis 2023. Enfin, ça paraît paradoxal. Est-ce que c'est pas plutôt une bonne nouvelle, ça ? Oui, ça c'est une bonne nouvelle, hein. C'est essentiellement dû à la déprise agricole, en fait, hein. Donc les surfaces qui ont augmenté, c'est des surfaces de forêt privée. C'est la forêt qui petit à petit a envahi les jachères. Et donc on a cette augmentation de surface ou des agriculteurs qui ont arrêté de faire l'agriculture et qui ont souhaité boiser leur forêt. Donc on a une surface, en effet, forestière qui augmente et qui augmente largement. Et si vous regardez comment elle a augmenté, cette surface, hein, c'est assez amusant parce qu'on n'imaginerait pas. Eh bien, une des régions qui a le plus augmenté, c'est la Corse ou c'est l'Occitanie. Parce qu'on avait des zones très agricoles et avec une grosse déprise. C'est la même chose pour le Massif central et le Morvan. Donc oui, on a de plus en plus de forêts et ces forêts sont relativement jeunes aussi. Mais alors, est-ce que ça explique pas aussi le fait qu'on observe une augmentation des zones forestières qui dépérissent ? Alors pas forcément, hein, parce que c'est des pourcentages qui sont donnés hein, sur la totalité de la surface forestière et donc les deux ne sont pas en effet forcément liés. Alors, quelles sont les espèces les plus touchées ? Comment les dépérissements actuels vont-ils influencer les paysages forestiers de demain ? Restez avec nous. France Culture. La science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture avec Brigitte Muche et Jonathan Lenoir, nous parlons de dépérissement forestier. Un sujet anxiogène, certes, mais qu'on essaye de décortiquer sous le prisme de la méthode scientifique. On vient d'évoquer à l'instant les causes de cette hausse dramatique de la mortalité forestière. Brigitte Muche, alors on ne peut pas tous les mettre dans le même panier, mais quelles sont les espèces les plus touchées en Europe ? Quels sont les arbres les plus concernés par cette hausse de mortalité ? Alors, la première espèce qui a vraiment décroché en France, c'est l'épicéa. Alors pourquoi l'épicéa, une espèce plutôt de montagne ? En fait, dans les années 50, au moment de la déprise agricole, eh bien, on l'a planté aussi en limite de ses capacités écologiques en plaine. Et là, diminution de la pluviométrie, en tout cas répartition différente des pluies, eh bien, grosse crise sur l'épicéa, plus les scolites. Et alors là, une énorme mortalité en plaine sur l'épicéa. Et contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, réchauffement climatique, on pensait que ça allait venir du sud vers le nord, que ça allait monter. Et là, non, c'est le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté qui sont en première ligne, avec des dépérissements en plaine
Et là, ce que l'on voit, c'est que ça monte. On est sur les deuxièmes plateaux du Jura, les hautes chaînes, où là, l'épicéa, il est en station. Jonathan Lenoir, en effet, donc on a l'épicéa qui est déjà fragilisé par le changement climatique et qui en plus est attaqué par des insectes, les scolites. Oui, en fait, c'est ça qui va... on a encore parlé précédemment de facteurs qui vont être aggravants. Ça va être effectivement là, les pathogènes qui vont s'attaquer finalement aux peuplements qui ont été affaiblis par ces épisodes de sécheresse, surtout quand ils sont en conditions stationnelles limites. C'est le cas de l'épicéa qui était planté en plaine dans le Grand Est, dans des conditions qui, à l'époque, il y a une 50aine d'années, on n'avait pas forcément les mêmes problématiques qu'aujourd'hui, et donc on pouvait effectivement peut-être à cette époque se permettre de planter de l'épicéa, et encore c'était déjà très questionné. Ça pouvait poser question étant donné que c'était en limite stationnelle, mais aujourd'hui en fait tout ça met en évidence peut-être pas forcément des erreurs de gestion passées, mais en tout cas des choix qui ont été faits qui n'étaient peut-être pas les plus judicieux. Et malheureusement, quand on pense forêt, il faut penser très long terme et penser aussi des risques qui peuvent survenir sur pas seulement 10 ans, mais sur plutôt plusieurs décennies, voire centaines d'années. Autre espèce emblématique très touchée par ce dépérissement, le châtaignier. C'est l'administration des eaux et forêts qui, inquiète du dépérissement rapide de nombreux châtaigniers de la forêt de Marly, demanda au laboratoire de cryptogamie du Muséum national d'histoire naturelle d'étudier le phénomène. À l'examen direct, on note à la base du rejet une zone déprimée de couleur noire qui ne s'étend généralement que d'un seul côté du tronc, mais qui peut s'étendre aussi tout autour de celui-ci. Sur les rameaux correspondants, les feuilles sont naines et bientôt viennent à se flétrir et à se dessécher. C'est à ce moment que sur les rejets et rameaux mourants apparaissent des craquelures de l'écorce, tandis que de nombreuses pustules font saillie à sa surface. La décortication du rameau mort est du reste très aisée et se produit fréquemment d'elle-même. Un examen plus poussé, portant sur de nombreux arbres, permit ensuite aux spécialistes de constater que la tache déprimée noire correspond au tout premier stade de la maladie. Elle est le siège du développement d'amas traumatiques d'un champignon, le Diplodina castaneae. Ce parasite est considéré comme responsable de la maladie connue sous le nom de Javard, qui a endommagé de nombreuses châtaigneraies du Limousin, de Bretagne ou de Pays-Bas et d'Angleterre. En conclusion, les responsables du laboratoire de cryptogamie du Muséum national d'histoire naturelle ont mis en évidence les parasites responsables du dépérissement des châtaigniers. Il ne leur reste plus maintenant qu'à mettre sur pied les mesures de protection contre ces parasites de la classe des champignons afin d'enrayer le développement de la maladie. Voilà un extrait de l'émission Chronique agricole sur la RDF en 1953. Aujourd'hui, à Brigitte Muche, les châtaigniers, l'encre du châtaignier, c'est ce qui frappe le plus cette essence, avec un taux de mortalité avec 1,5 million de mètres cubes par an. Oui, c'est énorme. Alors là, on n'est pas dans le cas du réchauffement climatique. On est vraiment une maladie, donc un champignon qui se développe sur les châtaigniers. Et le châtaignier, c'est vraiment une espèce très particulière parce qu'elle a été introduite en France par les Romains. Donc, c'est pas si ancien, même si on a quelques châtaigniers vraiment autochtones dans les Pyrénées. Et c'est une espèce qui a été utilisée à différentes fins. Si vous allez dans les Cévennes, c'est pour le fruit. Et autrement, c'est un bois qui a beaucoup été utilisé pour faire du charbon. Donc, dans ces cas-là, on a tendance à vouloir le couper régulièrement pour avoir des tiges de grosseur correcte pour faire du charbon de bois ou pour alimenter des tuileries. Ce qui fait que vous avez l'impression que vous avez un châtaignier qui est relativement jeune, mais son système racinaire, il a 400 ans aussi. Donc, ça rajoute des problèmes. Et on a cette maladie cryptogamique, l'encre, qui fait en effet des ravages et quelque chose auquel on ne pense pas quand on est forestier, quand il pleut. Les champignons, il fait des spores, voilà. Et donc, ça flotte dans les flaques ou ça flotte sur le terrain. Et quand vous marchez en forêt, quand vous allez vous promener en forêt dans des châtaigneraies qui ont de l'encre, vous allez la transporter, vous aussi, sous vos semelles.
Voilà, et autre parasite qu'on peut évoquer, c'est celui qui touche le frêne, qui est atteint par la calarose. Alors là, on peut parler, alors certes c'est une maladie, mais on peut parler quand même des effets du réchauffement climatique, parce que ce sont des parasites qui arrivaient du sud. Pour eux, c'était plus difficile de résister, de s'implanter là, car le climat était beaucoup moins clément qu'aujourd'hui, dans le cas du frêne, Brigitte Muche. Alors, le frêne, c'est une toute autre histoire que le châtaignier. C'est une maladie asiatique qui donc a coévolué avec le frêne de Mandchourie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie et l'arbre ont été toujours en contact. Donc, ils se tolèrent l'un l'autre. Il n'y a pas de souci pour eux. Par contre, nos frênes, puisqu'il y a 2 espèces, 3 même, de frênes en France et en Europe, n'avaient jamais été mis en contact. Donc là, il y a une réaction violente des frênes qui ne savent pas résister. Voilà, et autre espèce, Jonathan Lenoir, pour finir un peu ce catalogue entre guillemets des espèces menacées actuellement, l'espèce qui fait partie des espèces d'arbres les plus menacées par les dépérissements, c'est le hêtre. Oui, le hêtre aussi va. On a évoqué tout à l'heure le hêtre avec l'impact du changement climatique, mais il va aussi être parfois la cible de ravageurs. Alors, on peut prendre l'exemple du hanneton forestier qui va venir être finalement un phénomène aggravant là aussi, dans des contextes où le hêtre est déjà sensibilisé par le manque d'eau, par un sol peut-être un peu trop drainant. Par exemple, en forêt de Compiègne, on a eu des exemples de hêtres qui sont attaqués aussi au niveau racinaire par les larves de hannetons, qui ont un cycle assez long et qui vont se nourrir des racines dans le sol. Et donc, si en plus il se fait manger les racines, forcément, il a encore moins possibilité d'accès à de l'eau qui est de plus en plus rare, ce qui va contribuer à son dépérissement dans certains secteurs de la forêt de Compiègne, par exemple. Voilà, on comprend bien avec toutes ces essences qui sont mises à mal, qui sont fragilisées, Jonathan Lenoir, que ça va avoir des modifications sur les paysages de demain. Oui, c'est sûr que les mélanges d'essences qu'on observe aujourd'hui vont tout doucement changer. Avec le changement climatique, d'autres espèces peuvent être finalement, par sélection naturelle, plus résistantes et donc s'installer au détriment d'autres espèces qui nécessitent des conditions hydriques ou thermiques différentes. Et ce changement climatique, tout doucement, modifie le paysage. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à percevoir à l'œil nu, parce que ça prend du temps. Alors, même si le réchauffement climatique est rapide, les essences et les espèces à durée de vie longue, comme les arbres, peuvent prendre un certain temps avant de pouvoir réagir à ce changement. Si c'est pas par l'aide de la main de l'homme, en fait, via la sylviculture et via, par exemple, le fait que l'homme va planter lui-même des graines, va semer lui-même des plants forestiers qui peuvent venir d'ailleurs, et donc changer potentiellement ce paysage forestier en termes de composition. Brigitte Muche, quels vont être justement ces changements de paysage plus difficiles à percevoir à l'œil nu? Alors, comme vient le dire Jonathan, en fait, on va avoir un remplacement qui va pouvoir s'effectuer. On a des espèces qui sont dominantes actuellement dans nos forêts, comme le hêtre, le chêne Cécile, qui vont être moins dominantes. C'est-à-dire que le forestier, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose sur laquelle on est vraiment attaché, on reste attaché en forêt publique, c'est faire de la régénération naturelle. Donc, ces chênes, ces hêtres, ils vont être encore présents dans nos forêts. Par contre, ils ne seront certainement plus dominants, c'est-à-dire qu'on n'aura plus 70% ou 80% de la parcelle avec que du chêne et du hêtre. On va regarder ce que l'on a sur place. C'est comme quand on fait à manger et que les frigos sont vides. Qu'est-ce que c'est? La cuisine du placard. C'est un peu ça qui va se passer en forêt. C'est-à-dire qu'on va regarder s'il y a des espèces qui sont plus résistantes déjà sur place. Et on va les favoriser. Jusqu'à présent, on favorisait plutôt le chêne, plutôt le hêtre, et maintenant, on va favoriser. Donc, on va faire un cocktail. Le cocktail, on va changer les niveaux. Et ça, c'est la première chose qui est importante. C'est bien connaître ces espèces que l'on a dans les parcelles, donc bien inventorier, et puis arriver à changer. Et ensuite, comme le dit Jonathan, on peut intervenir en faisant des plantations.
Alors ça, c'est en effet quand on intervient directement avec la main de l'homme, entre guillemets, mais Brigitte Muche, on peut aussi observer, alors c'est très lent comme phénomène, mais les phénomènes de migration des arbres qui migrent naturellement, mais très lentement. Oui, oui, ça migre très lentement. On l'a vu, en fait, enfin, on l'a vu, non. Les premiers hommes préhistoriques ont pu le vivre, hein, mais lorsque on a eu la fin des dernières glaciations, donc on est entre 12 000, 10 000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a vraiment très longtemps, eh bien, le froid diminuant, les espèces qui étaient réfugiées dans des zones, alors plutôt au sud de l'Europe, Espagne, Italie, côte dalmatique, pour le chêne par exemple, vont petit à petit reconquérir l'espace. Et ils le reconquièrent de différentes manières. Soit aidés par les animaux, parce qu'un gland, quand ça tombe, enfin, c'est une grosse graine, hein, ça va pas loin. Donc, le meilleur allié du chêne, dans ce cas-là, c'est le geai. Le geai des chênes, c'est un superbe oiseau avec un plumage, avec du bleu, il est magnifique. Et le geai, il aime bien se faire des réserves pour l'hiver. Donc, il va manger, mettre dans son jabot, pas manger, mettre dans son jabot des graines qu'il va aller ensuite cacher un peu plus loin. Un peu plus loin, ça peut être quand même 10 km. Donc, c'est énorme. Et soit il a fait trop de réserves, soit le pauvre, il est mort. Et ce qui fait qu'il va avoir planté une nouvelle forêt un peu plus loin. Donc ça, c'est la première manière pour migrer. Et puis après, petit à petit, d'autres arbres arrivent. Et chez les chênes, il y a aussi une autre manière de migrer. C'est avec le pollen, en fait. Et il y a des travaux très intéressants de l'INRAE qui commencent à remonter un peu, 30 ans, je dirais, au moins, qui ont montré cette dynamique du chêne sessile qui nécessite une forêt plus fermée, une ambiance forestière, qui va aller faire des hybrides avec le chêne pédonculé que le geai aura mangé, et petit à petit, avec des hybrides, qui va reconquérir tout l'espace. Voilà, la migration des arbres, c'est évidemment par la reproduction. Et ensuite, on a cette sélection naturelle qui vient. Et vous, Jonathan Lenoir, vous étudiez notamment la migration des espèces végétales forestières vers les sommets de montagne, le long du gradient d'altitude. Là, par contre, vous observez des changements bien plus nets qu'une migration des arbres qui est en effet très lente. Oui, alors en fait, c'est ça, on se sert souvent des espèces du sous-bois, le tapis végétal qu'on va observer sous la canopée des arbres. Et alors dans ces sous-bois, on va avoir plein d'espèces très différentes et avec une durée de vie bien plus faible finalement que pour la plupart des ligneux et des arbres présents dans ces forêts. Et en fait, elles servent un peu de sentinelle pour nous en écologie pour voir un petit peu diagnostiquer des changements. On peut plus facilement observer des changements sur ces cortèges de communautés d'espèces végétales qu'on suit au cours du temps. Donc on peut, avec des suivis temporels, jouer au jeu des 7 différences et voir à quel point des espèces disparaissent, des espèces apparaissent. Mais c'est pas visible à l'œil nu, il faut vraiment avoir des archives passées avec des relevés d'inventaire botanique qui ont été faits par des botanistes dans le passé, qui sont faits par des botanistes à des périodes plus contemporaines, et puis en regardant un petit peu ce qui arrive et ce qui repart, on peut comme ça essayer de déterminer des vitesses de changement de distribution des espèces. Alors c'est d'autant plus visible en altitude. Pourquoi ? Parce que le gradient de température est beaucoup plus prononcé. Il suffit de monter de 100 mètres en altitude pour déjà perdre environ 0,6 degrés de température. Donc voilà, si on parcourt 1000 mètres d'altitude, on perd tout de suite beaucoup de degrés, beaucoup plus que si on parcourait 1000 mètres en latitude, c'est-à-dire vers le nord. Il faudrait parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour perdre la même quantité, en fait, la même température, avoir le même gradient de température. Et donc, c'est pour ça qu'en montagne, on observe plus facilement des changements dans la distribution des espèces. Et beaucoup d'espèces végétales, effectivement, ont montré une migration en altitude vers les sommets des montagnes au cours des dernières décennies. Voilà, pour chercher de la fraîcheur. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est la vitesse à laquelle, justement, ces herbacées bougent. Alors, il y a plusieurs vitesses, c'est-à-dire que par exemple, si on prend quelques exemples d'espèces, il y a des espèces qui remontent, il y en a qui vont redescendre en altitude, mais en moyenne, on a une remontée d'environ 60 mètres entre la période 1905-85, qui était une période où le réchauffement climatique n'était pas aussi prononcé qu'aujourd'hui, et puis une période plus
plus contemporaine, 86-2005, la période à laquelle on a eu du réchauffement climatique de manière un peu plus prononcée. Et là, on a observé effectivement entre ces deux périodes qu'en moyenne, sur un lot d'environ 170 espèces végétales qui composent les sous-bois forestiers en France, dans les montagnes, on a une différence d'environ 60 mètres. Mais alors, il y a des espèces qui migrent très rapidement. Par exemple, si je prends le cas de la lèche digitée, qui est une espèce qu'on va trouver dans le sous-bois, elle a pu remonter de 250 mètres. C'est le même cas pour la réponse en épi, qui est une autre petite herbacée qu'on va trouver en montagne. D'autres espèces vont migrer moins rapidement. L'usul blanchâtre, qui est aussi une espèce typique des sous-bois, va avoir migré à 190 mètres, en tout cas, de différence entre la première et la seconde période. Donc on a comme ça des différences importantes entre les espèces qui peuvent être liées à leur trait fonctionnel, à leur trait d'histoire de vie, et qui va être intéressant pour nous d'analyser, pour essayer de comprendre à quelle vitesse ces espèces peuvent migrer et pourquoi. En tout cas, on observe, Jonathan Lenoir, des migrations d'espèces qui sont quand même plus lentes que la montée des températures. Alors ça, vous parlez d'espèces sentinelles, c'est quand même inquiétant pour les arbres. Oui, alors c'est vrai qu'on observe en moyenne que ces déplacements des espèces sentinelles sont moindres que ceux à quoi on devrait s'attendre par rapport à la vitesse à laquelle le réchauffement s'opère. C'est-à-dire que je vous ai dit voilà, à peu près 60-70 mètres de différence entre les deux périodes qu'on a pu analyser au cours de ces travaux passés. Si on avait analysé aussi le changement des températures entre ces deux périodes, on aurait vu que c'est plutôt de l'ordre de 120, 140 mètres, voire 150 mètres de décalage qu'il aurait fallu... ce sur quoi on s'attendait si les espèces avaient suivi de manière quasi synchrone le changement de température. Qu'en fait, les températures vont elles aussi glisser en altitude. Si vous augmentez la température d'environ 2 degrés sur 2 décennies ou 3 décennies, vous allez forcément avoir les fameux isothermes, qui sont ces lignes de température qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont comme des courbes de niveau. Quand vous regardez une carte topographique de randonnée, on peut s'amuser aussi à mettre sur une carte les courbes de niveau de température qui partagent la même température. Ces courbes vont remonter en altitude avec le réchauffement. Et en fait, ça ne se voit pas. La partie visible de ce changement, c'est les espèces, c'est-à-dire comment ces espèces migrent. Et c'est ces fameuses espèces végétales qui essayent de rattraper ces isothermes. C'est un peu comme une course aux isothermes en altitude, mais on s'aperçoit qu'en moyenne, ces espèces végétales courent un peu derrière ces isothermes et sont en retard. Voilà, avec des arbres qui finissent par se retrouver dans des zones et des températures qui ne sont plus du tout adaptées à leurs conditions de vie habituelles. Alors, quels sont nos outils? Comment quantifier et mesurer l'état de santé d'une forêt et son évolution? Restez à l'écoute.
The Cure, A Forest, car nous parlons de l'état de santé des forêts, de leur dépérissement qui s'aggrave. On en parle avec nos deux invités du jour, Brigitte Mouche, docteur en génétique et chef du département ressources génétiques forestières à l'ONF, et Jonathan Lenoir, écologue chargé de recherche CNRS dans l'unité écologie et dynamique des systèmes anthropisés de l'université de Picardie Jules Verne. On vient de voir et de parler du changement climatique et du dépérissement forestier qui augmente donc en France. Brigitte Mouche, pour ça on a des outils, des échantillonnages et notamment le dernier résultat du Road Sampling 2025 sur l'état de plus de 100 massifs de chênes en France. Oui, donc ça, c'est vraiment une étude qui a été menée par le département santé des forêts avec les forestiers publics et privés sur 2 espèces de chênes, chêne sessile et chêne pédonculé. Ils ont, à travers donc plus d'une centaine de forêts, été échantillonnés plus de 3000 placettes. Et regardez, dans chacune de ces placettes, 20 arbres. Ils ont noté les dépérissements. Et qu'est-ce qu'ils notent ? Eh bien, sur la France entière, la bonne nouvelle, c'est que quand même 52% sont stables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés d'un stade dépérissant, d'un stade sain dépérissant. 8% se sont même améliorés, mais c'était des forêts plutôt dépérissantes. Par contre, 40% se sont dégradés de manière significative. C'est parfait, vous venez d'introduire notre reportage du jour. Mais alors comment sait-on que les forêts dépérissent en France ? Évidemment, les professionnels forestiers ou les promeneurs qui ont l'œil avisé l'ont peut-être remarqué ces dernières années, mais comment objectiver et chiffrer ce ressenti ? C'est le sujet de notre reportage du jour et c'est avec vous Loïc Dutoit. Bonjour. Bonjour Natacha. Vous vous êtes rendu au département de la santé des forêts du ministère de l'Agriculture où ils ont mis en place un protocole nommé Dépérisse. Oui, parce qu'une des missions de cet organisme est d'objectiver la situation sanitaire des forêts françaises. Les données récoltées permettent par exemple de savoir que la mortalité des arbres a été multipliée par 2 en 30 ans. Mais elles permettent aussi de dire que le dépérissement accélère depuis 2015. Alors, ces dernières années, le protocole Dépérisse a été amélioré pour être à la fois plus précis, mais aussi pour qu'il soit plus simple à déployer sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'il ne soit pas trop chronophage pour tous les agents forestiers qui vont collecter les données sur le terrain. Mylène Gentil est chef du département de la santé des forêts. Elle m'a décrit le fonctionnement de ce protocole et elle m'a parlé des derniers résultats que l'on vient d'évoquer sur les forêts de chênaies françaises. Donc je vous propose de nous projeter dans une forêt. Et donc dans cette forêt, je vais m'intéresser d'abord à un arbre, à un individu. Et pour cela, je vais d'abord me caler sur un arbre de référence. C'est-à-dire je vais chercher autour de moi un arbre parfait. L'arbre parfait, c'est à quoi qu'on le caractérise ? Ces branches forment une masse complète, des feuilles régulièrement réparties. Et donc ce qu'on appelle un houppier, c'est-à-dire l'ensemble des branches qui forment un ensemble compact et bien développé. Parce que tout le protocole va consister à comparer l'arbre que je veux noter à cet arbre idéal, qui est un arbre qui existe encore heureusement dans nos forêts, mais c'est ça le principe du protocole. Donc ensuite, je vais prendre du recul, parce qu'un arbre en forêt, c'est assez haut, et pour bien voir ses branches, il faut se reculer d'au moins 20 mètres par rapport à l'arbre que je veux noter. Voilà, donc ça, une fois que je suis positionnée, je vais donc appliquer le protocole. Et donc pour ça, je vais commencer par délimiter visuellement la partie du houppier, c'est-à-dire la partie des branches qui a accès à la lumière directe. C'est ce qu'on appelle le houppier notable, parce que les branches qui sont en dessous, elles ont une mauvaise tête, et c'est normal qu'elles dépérissent, parce qu'à leur niveau, les feuilles ne peuvent pas avoir une bonne photosynthèse faute de lumière suffisante. Donc l'arbre va les délaisser, elles vont mourir, et ça, c'est pas du tout significatif. Et je vais, sur cette partie des branches, évaluer par rapport à l'arbre parfait que j'évoquais tout à l'heure, la part de branches mortes. Deuxième paramètre, le manque de ramification. Et donc, toujours par rapport à l'arbre idéal, l'arbre de référence, je vais regarder si j'ai des fenêtres, si j'ai des trous entre ces branches. Et donc, la résultante de ces 2 composantes de la notification donne une note de A à F à l'arbre. A, c'est un arbre totalement sain. À partir de D, on entre sur des faciès significativement dégradés, donc D légèrement dégradé, E dégradé et F très dégradé. Un arbre F, c'est un arbre qui a perdu une grande partie de sa branchaison.
en juillet 2025, donc en juillet de cette année, le département de la santé des forêts a publié un article qui s'appelle Road Sampling 2025, retour sur l'état de plus de 100 massifs de chênes. Alors je vous laisse peut-être déjà nous expliquer ce que ça veut dire road sampling et puis nous donner un petit peu aussi les résultats de cet article. Oui, alors face à l'évolution du climat, notamment des années très chaudes et très sèches qui se sont succédées depuis les années 2015, les forestiers se sont alertés parce qu'ils voyaient, même sans appliquer de protocole, que le faciès des arbres se dégradait. Et donc on s'est dit en 2020 qu'il fallait faire un état zéro de ces chênaies. Et donc on a choisi des massifs de chênes dits à enjeu. Alors l'enjeu, ça peut être parce que c'est des chênes comme la forêt de Bercé qui font du bois de très grande valeur, ou des forêts emblématiques historiques. Et donc ce que le DSF a proposé, c'est la méthode dite du road sampling, c'est-à-dire d'un échantillonnage à partir des routes forestières. Et donc toute la communauté forestière était très très impatiente de voir les résultats 5 ans après, parce que depuis 5 ans, les choses ne se sont pas améliorées pour les arbres. Les conditions de stress hydrique ont toujours été assez dures pendant la saison de végétation. Et donc on voulait objectiver les choses. C'est important parce que on sait que le chêne réagit un peu en différé par rapport aux agressions et au stress hydrique. Et donc, en 2020, on venait d'accumuler plusieurs années de sécheresse. On s'est dit, il faut faire l'état zéro parce que c'est ensuite que les arbres vont réagir. Et c'est ce qu'on a constaté en revenant en 2025. La situation, globalement, sur l'ensemble des 111 massifs, s'est dégradée. Est-ce qu'on peut partir peut-être du schéma dont vous pensez qu'il illustre le mieux cette dégradation des 5 dernières années ? Dans notre article, on a pu restituer la photographie 2020 et la photographie 2025 en vis-à-vis à travers une carte de France sur laquelle chaque massif est représenté par un camembert. Et sur ce camembert, on a 3 couleurs. Le vert, c'est la partie d'arbres qui sont considérés comme sains. Le jaune, la partie d'arbres qui sont considérés comme dégradés. Et le rouge, la partie d'arbres qui sont considérés comme très dégradés. Et ça permet de comparer, de voir que la situation est très contrastée selon les régions, selon les massifs. Alors ça saute peut-être pas aux yeux, mais dans les résultats plus globaux, on voit aussi que globalement, tous les massifs se sont légèrement dégradés, c'est-à-dire que la part de rouge et de jaune a augmenté depuis ces 5 dernières années. Parmi les massifs qui ont beaucoup attiré notre attention, il y a les chênaies de l'Allier. Sur le schéma, j'imagine que c'est les camemberts qui sont juste au-dessus de Clermont-Ferrand. Exactement. Et on voit qu'ils sont entre 2020 et 2025, on voit qu'ils ont vraiment rougi et jauni, quoi. Ils sont passés dans un état dégradé, voire même très dégradé de manière massive. Tout à fait. Et évidemment, derrière ce constat, les gestionnaires, les chercheurs vont chercher à comprendre pourquoi. Alors, c'est très complexe de comprendre pourquoi, parce qu'en général, il n'y a pas une seule raison en jeu. Ce qu'on a identifié dans l'Allier, c'est que les dernières années, il y a eu une répétition de saisons de végétation très sèches et très chaudes. Mais vraiment très sèches et très chaudes, dans le sens où ça fait partie des années les plus chaudes et les plus sèches que l'Allier ait connues depuis 100 ans. Et donc, cette anomalie de sécheresse répétée fait que les arbres n'ont pas été en capacité de s'adapter. Ça a été trop rapide et trop violent pour eux. Ce que je voudrais aussi signaler, c'est que ces descriptions, elles sont géolocalisées et ça nous permet, en partenariat avec des scientifiques dans un autre domaine, celui de la télédétection, d'entraîner des modèles de détection par satellite des dépérissements de la forêt. En fait, on va croiser des données descriptives de terrain, du protocole d'Epéris, avec de la détection par satellite d'anomalies dans l'image d'une année à l'autre. Et en superposant les deux, petit à petit, on développe une certaine intelligence artificielle qui nous permet de mettre au point des méthodes de cartographie des dépérissements à large échelle à l'aide de la télédétection. Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio sur le terrain pour comprendre comment la recherche scientifique se fabrique au quotidien. C'est notre collection La Science au Labo sur l'appli Radio France. Jonathan Lenoir, une réaction à l'écoute de ce reportage ? Oui, c'est vraiment intéressant de voir
retour de terrain et surtout en fait le retour basé sur des séries temporelles qui sont parfois à long terme. Alors là, on parle de 2020-2025, mais le DSF s'appuie, enfin le département santé des forêts s'appuie aussi sur des réseaux beaucoup plus anciens. En fait, il y a un réseau européen qui est un réseau 16-16, c'est une maille de 16 km par 16 km, dans lequel ils suivent aussi à une échelle plus large justement cette santé des écosystèmes forestiers avec un protocole similaire sur la notation de la santé des houppiers des arbres. Et en fait, le réseau Renécofor dont Brigitte parlait en début d'émission fait partie aussi de ce réseau plus large à l'échelle européenne. Et depuis 1995, il y a un suivi qui est fait sur ces placettes Renécofor à l'échelle nationale et qui nous a permis de voir, en tout cas, quand on regarde des chroniques beaucoup plus longues, si on remonte à 1995 jusqu'à 2025 aujourd'hui, on voit effectivement qu'en 2020, à partir des années 2020, à l'échelle nationale, il y a des dépérissements beaucoup plus importants sur le chêne que sur les années qui précèdent 2020. Donc le road sampling est un peu venu au bon moment pour avoir une carte peut-être du moment critique où on passe peut-être sur un changement important de la santé des forêts, notamment pour le chêne, à partir de 2020. Et peut-être que les inventaires qui seront faits en 2025 et 2030, en 2030, puisque 2025 était fait, nous en diront plus justement sur cette dynamique et sur la trajectoire qui est prise par cette augmentation des dépérissements, dont certains secteurs ont été évoqués, comme l'Allier, qui a énormément souffert effectivement de ces dépérissements de chênes. Oui, Brigitte Mouche, on a un grand nombre d'outils quand même qui sont largement partagés par les forestiers. Oui, on a un grand nombre d'outils qui nous permettent vraiment de connaître l'état de nos forêts. On a nos aménagements, on a nos coupes, on a les produits accidentels, c'est-à-dire les produits qu'on n'aurait pas dû couper, les arbres qu'on n'aurait pas dû couper. Normalement, il y a eu une tempête, une petite tempête, les arbres sont couchés, on les coupe. Et là, on a ces produits qui ont vraiment énormément augmenté. Pour vous donner une idée, 2017, 5% des coupes, c'était des produits accidentels. On est passé en moyenne, je dirais, à 25% en 2025, avec un pic dû à l'épicéa, 36% en 2020. Mais au-delà de cette image actuelle de la forêt, on l'a dit et redit, on est sur un temps long avec les arbres. Donc, les outils dont ont besoin aussi les forestiers, c'est des outils qui nous permettent de nous projeter vers le futur et de modéliser les aires de répartition. On a parlé des espèces de sous-bois, avec une génération tous les ans qui migre finalement relativement doucement, en moyenne 1 mètre par an. Avec des arbres qui se reproduisent pour certains au mieux à 50 ans. C'est beaucoup plus compliqué et on a besoin de voir dans le futur comment vont évoluer potentiellement les compatibilités climatiques des espèces. Alors comment justement se projeter dans le futur et quels sont nos leviers d'action possibles, Brigitte Muche ? Alors, on se projette avec différents types de modèles. Il y en a de différents ordres. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais ils nous aident en effet à tester des solutions. Et ce qui est important pour moi, c'est vraiment le mot diversité. Diversité, c'est un mot-clé parce qu'il est aussi bien la diversité des espèces forestières, la diversité génétique à l'intérieur de chacune de ces espèces qui va leur permettre par la sélection aussi de s'adapter au mieux, et puis la diversité des solutions de sylviculture. Et donc parmi ces solutions, tout à l'heure on a parlé de la migration. Et on peut parler de la migration assistée. Jonathan l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la migration assistée ? Eh bien, c'est l'homme qui se prend pour un G. C'est-à-dire qu'il va aller récolter des glands dans des zones plus chaudes, plus sèches, et il va aller les planter d'abord en passant par des pépinières, mais aller les planter dans des zones qui auront en tout cas les mêmes conditions climatiques dans 50 ans. Et ça, on le sait grâce à nos modèles. C'est aussi aller chercher des espèces qui n'ont pas migré après les recolonisations post-glaciaires parce qu'elles étaient trop méditerranéennes. Et on les trouve
dans les mêmes zones, c'est-à-dire Espagne, Italie, les Balkans. Et donc, on va leur faire ce chemin. Et quand on parle de migration assistée, on parle bien de ça. On ne parle pas d'introduction, c'est-à-dire aller chercher des espèces qui se trouvent sur d'autres continents pour les introduire en France. Et donc ça, c'est aussi une solution que l'on met en place à l'ONF. On fait ces tests-là, on fait ces plantations pour voir ce qui se passe. Ces plantations, en effet, on a des expérimentations. Jonathan Lenoir, un projet phare de migration assistée, le projet Giono, lancé en 2001. Alors oui, je ne connais pas ce projet. Ou avec vous, Brigitte Muche, mais parce que on parlait justement d'expérimentation. Là, on fait quand même face à une expérimentation dont on aura les résultats d'ici 70 ans tout de même. Oui, le projet Giono, il est né en 2011 en fait. Donc, c'est les tout débuts. 2011, merci. Oui. Les tout débuts des modèles climatiques, des premières projections, et il a mis en évidence en fait donc ces possibilités, ces vulnérabilités en quelque sorte de certaines forêts, à la fois dans le nord de la France et puis surtout dans le sud. Donc ces zones sèches et chaudes qui allaient subir les assauts du climat. Et donc tout simplement, les forestiers se sont mobilisés, ont récolté des graines de hêtre à la Sainte-Baume ou de glands à Vachères, les ont élevés dans des pépinières pour aller les planter dans la forêt de Verdun. Et c'était en effet, en France, la première expérience de migration assistée. Et autre levier d'action, Jonathan Lenoir, vous étudiez aussi les microclimats forestiers qui permettent à des zones préservées de le rester. Oui, c'est le pendant un petit peu de la migration assistée, c'est d'essayer de conserver les habitats qu'on va qualifier de micro-refuges. Alors ça peut passer par les processus microclimatiques, c'est-à-dire cette ambiance forestière qu'on va retrouver dans le sous-bois, qui est plus humide, plus fraîche que quand on est à l'extérieur de la forêt, notamment quand il fait très chaud l'été. On peut retrouver un petit peu des conditions plus fraîches quand on se balade en forêt. Et ben, ce microclimat, il est maintenu par justement les arbres et cette capacité qu'ont les arbres à photosynthétiser et transpirer l'eau qui est présente dans le sol, et donc faire migrer, en tout cas faire transiter cette eau qui est dans le sol vers l'atmosphère. Et donc en fait, c'est ce circuit d'eau qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui est bien présent, et qui permet de maintenir entre guillemets un microclimat plus frais et plus stable dans le temps. Et ça, c'est très important, puisqu'en fait, comme comme nous, la plupart des organismes ont besoin d'une stabilité dans les conditions thermiques, dans les conditions climatiques. Et c'est cette stabilité qui fait qu'on a une biodiversité plus ou moins importante. Et, beaucoup d'espèces sont dépendantes de cette stabilité. Et donc, dès qu'on a des changements dans l'environnement et qu'on modifie cette stabilité, c'est ça qui peut être délétère. Donc, le microclimat forestier, c'est quand même un outil important aussi d'atténuation et de maintenir ce microclimat sous couvert fonctionnel. C'est vraiment très important pour beaucoup d'espèces, pas seulement les petites herbacées qu'on va trouver dans le tapis végétal qui est sous la canopée des arbres, mais aussi justement les jeunes recrues, la régénération naturelle dont parlait Brigitte tout à l'heure, ou tout simplement en fait les jeunes plants qui s'installent tout doucement et qui ont besoin de cette ambiance forestière plus stable pour pouvoir grandir et devenir à leur tour plus tard la future canopée. Donc ça passe par cette ambiance forestière. Brigitte Muche, pour conclure sur l'importance de maintenir une ambiance forestière. Oui, tout à fait. Ça fait partie de la diversification des solutions que je mentionnais tout à l'heure. C'est maintenir un couvert forestier qui permette aux espèces d'ombre en particulier de continuer à croître dans des bonnes conditions, aux semis qui n'ont pas les mêmes besoins écologiques que les arbres adultes, d'être aussi sous le couvert des arbres et de leur feuillage. Voilà, avec le principe de la forêt mosaïque, ce joli mot qui signifie une mosaïque de solutions mises en œuvre sur un même territoire. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo, mais un grand merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Merci. Et puis pour prolonger l'écoute, pour le versant solutions, je vous renvoie, chers auditeurs, chères auditrices, à notre podcast Changement climatique. Que faudrait-il faire ? Nous avons consacré 1 heure sur ce sujet. Tout de suite, on change complètement de cap